La crise Covid-19, c'est une crise qui a été créée de par les statistiques qui ont fait peur aux gens. Et donc, c'est une inversion scientifique où on aurait dû normalement définir un truc vraiment carré pour le compter correctement. Et là, on a lancé du n'importe quoi. On a commencé à compter des trucs et de faire des relevés de Covid-19 partout, le marteler dans les médias. Et c'est ça qui a lancé la crise. C'est ce comptage. Mais aurait-on pu faire autrement ? Oui, on aurait pu faire autrement en se posant la question de qu'est-ce qu'on était en train de compter. Et sortir de ces chiffres de comptage Covid-19 qui n'ont aucun sens pour reprendre les chiffres qui sont officiels et sûrs, la mortalité, tout ce confondu, les décès en France sont enregistrés à l'état civil, remettre cette mortalité dans le contexte de ce qu'on a fait ou de ce qu'on n'a pas fait, des gens qu'on a soignés et surtout qu'on n'a pas soignés du tout de toutes les pathologies existantes, pendant le confinement, tout ça. Reprendre les hospitalisations, quand on se rend compte que 2020, il n'y a aucune saturation hospitalière sur l'année, comme le prouve le rapport de la TIH, et qu'au contraire, c'est l'année où on a le moins soigné les gens de ces dernières années. C'est une catastrophe sanitaire totale, l'année 2020, du point de vue du soin. On n'a juste pas soigné les gens. Du coup, si on se plaint qu'il y a un peu trop de morts en 2020, il y a peut-être une relation de cause à effet entre les deux. Voilà, ces chiffres de base, le nombre de malades vu par les médecins qui est excessivement bas pendant l'année 2020, il ne se passe rien du point de vue épidémique et du point de vue des maladies. Quand on reprend ces chiffres-là, qui n'ont aucun rapport avec la soupe qui a été racontée Covid-19, qui sont les chiffres officiels d'habitude et qu'on maîtrise, on se rend compte qu'on nous a raconté n'importe quoi. Alors dites-nous, Pierre Chaillot, quels sont les chiffres les plus aberrants selon vous ? Les chiffres les plus aberrants, je prends les choses dans l'ordre. Voilà. S'il y a une épidémie mortelle qui a ravagé l'humanité, il y a 3 éléments. La première chose, plus grave, on devrait voir des hécatombes significatives dans différents pays, au moins, avoir une trace statistique de mortalité qui soit vraiment évidente, avec des hausses de mortalité énormes. Il devrait y avoir des saturations hospitalières partout, un grand nombre de gens qui sont arrivés à l'hôpital de façon à se faire soigner, et puis on devrait avoir des comptages officiels de malades, par les réseaux sentinelles notamment, qui devraient être significatifs. Du point de vue de la mortalité, pour le cas de la France, par exemple, l'année 2020, quand on prend en compte la taille de notre population, qui évolue au cours du temps, qui n'arrive pas d'augmenter, et le vieillissement de la population, les gens sont de plus en plus âgés, ce qu'on appelle le baby-boom, c'est quand même une trace statistique énorme. En démographie, on a un énorme contingent de baby-boomers qui vieillissent et qui décèdent de plus en plus, ce qui fait qu'on bat le record de décès quasiment chaque année. Et bien, quand on prend en compte ça, on se rend compte que l'année 2020, c'est la 6e année la moins mortelle de toute notre histoire. Voilà. L'épidémie qui a ravagé l'humanité, ça fait ça. 6e année la moins mortelle de toute notre histoire. Je regarde tous les pays européens, j'ai quasiment le même résultat partout en Europe. Je ne vois aucun pays européen sur lequel on puisse déceler une trace avec un pays européen qui aurait vraiment subi une hécatombe. Donc il n'y a aucun pic. Il n'y a aucun pic. 2020, 2021 2021, on est à peu près dans les mêmes standards que 2020 aussi, 2022 aussi. Voilà, il se passe rien de significatif du point de vue de la mortalité si on analyse froidement les choses et si on se rapporte au passé de manière correcte. Sur un graphe, en fait, puisqu'il y a quantité de graphes dans votre enquête, Pierre Chaillot, sur un graphe, en fait, les années Covid ne se voient pas. Quand on trace les décès bruts, on voit une augmentation de décès en 2020, mais c'est sur les décès bruts. Mais si on prend en compte... Ça veut dire quoi un décès brut ? C'est le nombre de décès total. On a 650 000 décès en France. Bon. Et on dit, il y a beaucoup plus de décès qu'en 2019. Très bien. Mais il faut prendre en compte l'augmentation de la population et l'âge des gens. Et aussi que 2020, c'est une année bissextile, au passage. Bref, on prend en compte ces éléments-là et on ne se compare pas que à 2019, qui est une année exceptionnelle dans toute l'Europe de mortalité, de faible mortalité, parce qu'il y a un hiver qui est extrêmement doux. Et d'hiver, il y a beaucoup de personnes âgées qui meurent quand il y a des hivers rudes. Et en France aussi, d'ailleurs. Bon, bref. Du coup, quand on prend ces éléments-là, qu'on se compare un peu plus loin qu'à 2019, 2018, 2017, on se rend compte que non, il ne se passe pas quelque chose de significatif en 2020. Ça n'est pas vrai. Bon, voilà, ça c'est le premier élément. Donc, sur la mortalité, et puis je vais citer aussi un petit pays pas très connu qui s'appelle la Chine, pour lequel l'année 2020, c'est un record de sous-mortalité. Voilà. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Et la mortalité remonte à partir de 2021, grâce certainement aux bons soins du gouvernement chinois, face à la crise. Bref. Ça, c'est du côté de la mortalité. Je ne vois pas de trace où on puisse dire qu'il y a une hécatombe quelque part. Du côté des hospitalisations, je l'ai dit juste avant, oui. L'année 2020, c'est pas du tout une année où on a eu une augmentation des hospitalisations. Il y a eu une énorme baisse des hospitalisations parce qu'on a foutu tout le monde en dehors de l'hôpital en lançant le plan blanc maximal et en disant aux gens, surtout, venez pas à l'hôpital. Donc, il y a une baisse énorme de l'utilisation de l'hôpital en France en 2020. Et ce qu'on a compté Covid, qui est un globi-boulga, c'est 2% des hospitalisations de 2020. Donc, il n'y a aucun problème Covid. Alors, expliquez ce chiffre, 2% des hospitalisations de 2020. C'est-à-dire 2% des personnes qui sont allées à l'hôpital en 2020 ont été étiquetées Covid. Seulement 2%. Voilà. Et il y a des périodes, par exemple en avril 2020, pendant qu'on était confinés, qu'il y avait le plan blanc maximal, les hôpitaux étaient à 50% sous-utilisés. Il y avait 1 lit sur 2 qui était vide. Donc imaginez 1 lit sur 2 vide dans les hôpitaux, et parmi les gens qui étaient à l'hôpital, sur 100 malades, il n'y en avait que 7 d'estampillés Covid. Où est la saturation hospitalière prétendument liée au Covid ? Ça n'existe pas dans les statistiques.
Donc ça, c'est les hospitalisations. Donc là, on a un vrai problème. Donc la fable qui a été racontée sur les hôpitaux saturés, c'est une fable. Et ensuite, ça ne veut pas dire qu'il n'y a eu aucun moment, aucun endroit, des endroits saturés. Hein. Des endroits saturés en France dans les hôpitaux, c'est tous les jours, un peu tout le temps partout. Du coup, il y a des arrangements entre les hôpitaux où on envoie ces malades dans d'autres hôpitaux quand on est saturé, etc. La saturation hospitalière, elle est organisée depuis 30 ans, de toute façon, avec la baisse des hôpitaux. Donc ça, c'est pas nouveau. Donc les malades dans les trains, transportés d'une région à l'autre, tout ça, c'est du théâtre. Ça fait des belles images. Non mais, Pierre Chaillot, on ne peut pas imaginer qu'on ait monté ça pour faire de belles images. Ça correspondait à une réalité. Ça correspondait à une réalité il était nécessaire de montrer ces choses-là de façon à entretenir et dire qu'il y avait quelque chose de très grave qui se passait. Mais ça, c'est complotiste, ça. Et de justifier les décisions gouvernementales, notamment celle de lancer un plan blanc maximal alors qu'il ne se passe rien. Virer la moitié des gens des hôpitaux en disant on ne vous soigne plus, c'est une décision extrêmement forte qui a des impacts sur la santé des gens, des impacts directs, qui se mesurent d'ailleurs dans la mortalité, dans des petits pics de mortalité qu'on voit notamment en mars-avril et qui concernent des gens qui n'ont pas du tout été estampillés Covid. Donc ça, c'est un problème. Donc du point de vue des hôpitaux, voilà, il faut en être là, il faut prendre conscience de ça, lire le rapport de l'ATIH et être atterré devant ce qu'on découvre. Et puis du point de vue des malades, on prend les statistiques de malades du réseau Sentinelle, des gens qui sont comptés malades du Covid-19 depuis maintenant 4 ans, voilà, et puis on compare par rapport aux malades, aux gens qui sont comptés malades par les médecins, par exemple, de ce qu'on appelle les états grippaux, voilà, la grippe, ou certaines années, 2014-2015 par exemple, ou bien 2017-2018, on a ce qu'on appelle des épidémies, c'est-à-dire qu'on a un pic et un grand nombre de malades en même temps dans une population. On a jusqu'à 800 malades, je crois que c'est 2014-2015, en même temps certaines semaines, 800 malades pour 100 000 habitants. Voilà, donc c'est comme ça, c'est le taux d'incidence. D'autres années, on a 400 malades pour 100 000 habitants, 600 malades pour 100 000 habitants. Et tout ça, c'est pour les états grippaux, les grippes de ces années-là. Pour tout ce qui a été compté Covid, on n'a jamais dépassé 150 malades pour 100 000 habitants de compter. Si on pose un seuil épidémique, c'est-à-dire un seuil à partir duquel on peut se dire, voilà, là, il y a vraiment suffisamment de malades pour dire qu'il y a une épidémie, on peut le mettre à 200, comme on le fait d'habitude, ça veut dire que la phrase sémantiquement juste, c'est « il n'y a jamais eu aucune épidémie de Covid-19 en France ». Jamais, statistiquement, on a pu déceler une épidémie, c'est-à-dire un nombre de malades. Mais c'est-à-dire, quelle est la définition que vous donnez alors de l'épidémie ? À partir de quand y a-t-il épidémie ? Si justement, ce sont des seuils que l'on définit qui sont arbitraires. À partir de quand estime-t-on qu'il y a une épidémie ? Et d'autres pays ont estimé que le monde a été à l'arrêt quand même. Pierre Chaillot, c'est difficile d'imaginer que le monde eût été à l'arrêt sans aucune raison. Le monde, c'est, je pense, la faiblesse de l'argumentation. Le monde a été à l'arrêt, tout à fait, pas sans aucune raison, mais à cause de quelque chose qu'on a compté, qui s'appelle le Covid-19, que l'on a compté n'importe comment, alors que si on prend froidement les vrais chiffres d'une épidémie... Mais que l'on ait mal compté, on veut bien le croire, parce que c'était sans doute difficile à compter, mais que l'on ait rien compté, ça c'est difficile quand même à croire. On n'a pas rien compté, on a mis en place un comptage qui n'a aucun sens. Un vrai comptage d'une épidémie, c'est compter le nombre de malades. Du point de vue des malades, il ne s'est rien passé. Ce à quoi on a fait peur aux gens, c'est avec ce qu'on appelle des cas, ce qui est extrêmement différent. Alors, différence entre malade et cas, alors ? Ce qu'on a appelé cas, ce sont des gens qui ont été se mettre un écouvillon dans le nez ou ailleurs et qui sont sortis avec un test positif. Ce que je montre dans le livre, c'est qu'il n'y a pas le moindre rapport entre un test positif et un malade. Il n'y a juste pas de rapport entre les deux. Donc, quand vous êtes positif, vous êtes malade ? Non. Dans la majorité des cas, quand vous êtes positif, vous êtes en parfaite santé. Et inversement, quand vous êtes malade avec des symptômes, dans la majorité des cas, vous sortez avec un test négatif. Il n'y a donc aucun rapport statistique entre un test et un cas. Je vais prendre un exemple. Vous connaissez les tests de grossesse. Voilà, c'est un test aussi, donc c'est-à-dire que quand une femme veut savoir si elle est enceinte, elle peut le faire pipi sur un test de grossesse. Les tests de grossesse ont une certaine fiabilité. On peut même calculer la fiabilité du test de grossesse. Bon, vous prenez des femmes enceintes, un très grand nombre, vous leur faites faire pipi sur un test. Tout test qui ressort négatif, c'est ce qu'on a appelé un faux négatif. Ça va nous permettre de calculer la sensibilité du test. Inversement, vous prenez des hommes, vous prenez des femmes pas enceintes, vous leur faites faire pipi sur des tests. Tout test positif, ça s'appellera un faux positif. Ça permet de calculer la spécificité du test. La réalité, c'est pas le test. La réalité, c'est le fait d'être enceinte. Bon. Le fait d'être enceinte, on appelle ça un gold standard pour le test. Maintenant, je pose la question, pour les tests anti-Covid, quel est le gold standard clinique ? Comment a-t-on pu mesurer la sensibilité et la spécificité du test ? Réponse, ça n'existe pas. Pourquoi ? Bien parce qu'il n'y a aucun symptôme spécifique, ni aucun tableau clinique spécifique à ce qui est appelé Covid-19.
En clair, on ne sait pas ce qu'on mesure. On ne sait pas ce qu'on mesure. Donc quand on lance des tests, on fait juste du n'importe quoi du point de vue clinique. Et donc on déclare des gens asymptomatiques comme malades. C'est comme si... Donc voilà, le test de grossesse n'est pas parfait. Vous lancez le test de grossesse général sur tous les petits garçons de 5 ans de l'Union européenne, qui doivent être 5 millions, vous aurez des tests positifs. Qu'est-ce que vous faites avec un petit garçon de 5 ans qui vous regarde droit dans les yeux avec son test positif? Vous lui faites démarrer un suivi de grossesse asymptomatique, évidemment. Hein, voilà. Puis au bout de 9 mois, vous l'amenez en salle d'accouchement tranquillement. Non, la réalité, c'est pas ça. Mais c'est pareil. On dit à tous les gens qui étaient en parfaite santé, qui ont fait un test et qui sont retrouvés positifs, avec des grandes vagues de tests qu'il y a eu à différents moments, ces gens-là, en parfaite santé, étaient juste en parfaite santé. Mais pour des besoins statistiques, on les a confondus, on a dit, ce sont des cas. Voilà. Et on les compte comme étant des malades en parfaite santé, ce qui est un non-sens total. Alors dites-nous, Pierre Chaillot, si la chose devait se reproduire, parce que c'est aussi l'intérêt de savoir si ces chiffres que vous dépiotez en quelque sorte, que vous contestez, mortalité, tests, vaccins, hôpitaux, si la chose se reproduisait, quelle serait la bonne attitude en qualité de responsable sanitaire? D'abord, est-ce que structurellement parlant, il faudrait reproduire ce qui a été fait avec des autorités sanitaires, un conseil scientifique? J'imagine que vous pensez autrement. Ce que je pense, c'est que il y a eu une escroquerie en 2019 qui s'appelle la grippe H1N1. C'est une escroquerie puisqu'on peut lire le rapport du Sénat pour se rendre compte, c'est écrit quasiment noir sur blanc, que c'était une belle escroquerie, au sein de laquelle les gens n'ont pas joué. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé en 2009? Les mêmes acteurs, avec Ferguson, par exemple, ou Antoine Flahault, en France, ont annoncé qu'il y aurait une maladie mortelle qui allait ravager l'humanité. Ils ont fait peur à tout le monde. Une maladie pour laquelle il faudrait absolument tous se vacciner. Bon, que s'est-il passé? On a dit que c'était la grippe H1N1. Bon, quand arrive l'hiver, les gens tombent malades comme d'habitude, comme tous les ans. Et là, les gens, ils n'ont pas paniqué spécialement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été voir leur médecin traitant, comme d'habitude, qui ont décelé les mêmes symptômes hivernaux que d'habitude. On pouvait appeler ça grippe H1N1 comme on voulait. Et les médecins traitants ont soigné les gens comme d'habitude. Chaque médecin traitant fait différemment, d'ailleurs, avec ses patients. Bref. Et donc, il ne s'est rigoureusement rien passé du point de vue de la panique. Et puis, les gens très malades allaient à l'hôpital, comme d'habitude, etc. Et donc, la vaccination a assez peu fonctionné. Il y a quand même eu 5 millions de personnes qui ont été vaccinées à l'époque. C'est quand même une catastrophe sanitaire, avec des centaines de personnes qui portent plainte, et dont on a reconnu notamment les cas de narcolepsie que très récemment, en 2021. Il a fallu 10 ans de combat à ces gens-là. Pour qu'on... Ça, c'est la grippe H1N1 de 2009. La grippe H1N1 de 2009. Bon. Après cette grippe H1N1, on s'est posé la question quand même de savoir comment est-ce que, vu qu'il n'y a eu aucune crise finalement, malgré la prétendue pandémie, on s'est posé des questions pour savoir ce qui avait fonctionné, notamment dans ce cadre-là. Et il y a un rapport qui est sorti, qui s'appelle le rapport EpiVac, qui a dit quelque chose d'assez simple. Il dit, ce qui marche bien, si jamais il y a une épidémie, ce qu'il faut faire, c'est que il va falloir dire aux gens d'aller voir leur médecin traitant comme d'habitude, qui sont des médecins, donc ils vont pouvoir traiter les gens qui voient avec des symptômes comme d'habitude, et puis les gens très malades iront à l'hôpital comme on fait d'habitude. C'est ça la conclusion du rapport EpiVac. En 2019, il est sorti un autre rapport qui s'appelle le rapport Orsan-Reb, qui a dit quoi? Maintenant, on est des grands scientifiques qui ont tout compris aux épidémies, et la première chose qu'on fera, c'est une épidémie, rapport de 2019, je le rappelle, souvenez-vous des dates, ce sera d'interdire l'accès de tous les malades de la nouvelle pandémie à leur médecin traitant. Ils n'auront plus le droit d'y aller, et à la place, ils iront dans seulement 38 hôpitaux habilités sur les 1500 hôpitaux que compte la France. Et je ne parle même pas des cliniques. Et donc, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement quand l'OMS a déclaré un état d'urgence pandémique en 2020? Ils ont appliqué Orsan-Reb. Et donc, ils ont dit à tous les gens, surtout n'allez pas voir de médecin traitant, vous irez dans seulement l'un des 38 hôpitaux habilités. Bon, ils ont dit ça, tous les nouveaux malades du Covid-19, vous faites ça. Comment on reconnaît un malade du Covid-19? Quels sont ses symptômes? Il peut avoir de la toux, du nez qui coule, des maux de tête, de la fatigue, des nausées, des diarrhées, des difficultés respiratoires, tous symptômes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 67 millions de Français, dont il y a tous les jours des gens qui tombent malades, ça s'appelle un flux, et ça correspond quand même à des centaines de milliers de personnes tous les jours, à qui on a dit, ne voyez plus votre médecin traitant, et dirigez-vous vers l'un des seuls 38 hôpitaux ouverts. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Là, oui, on a créé une saturation exactement à cette date-là, mi-février 2020, dans ces 38 hôpitaux-là. Donc, ça fait des soignants traumatisés qui sont persuadés d'avoir vu un raz-de-marée de malades. Alors oui, ils ont juste vu la totalité des malades de Français qu'on allait rediriger sur eux. C'est tout. Simplement parce qu'il y avait juste un entonnoir, en quelque sorte, un entonnoir hospitalier qui a créé l'effet de masse. Et ça a été une perception. Exactement. Et ça a tellement fait un entonnoir qui a créé un effet de masse qu'au bout de seulement une semaine, les hôpitaux, ces 38-là, ont été saturés, à tel point que le gouvernement a dit « mais c'est tellement grave le Covid, ça sature mes hôpitaux, passons à la phase numéro 2 ». Donc ils ont ouvert 108 hôpitaux, donc passer de 38 à 108, ce qui est encore beaucoup trop peu par rapport à la masse française des malades de tous les jours, quoi.
Et puis, là, ça a saturé au bout de 15 jours. Et c'est là qu'on est passé plan blanc maximal avec tous les hôpitaux ouverts, avec des ailes Covid spécifiques qu'on foutu à bazar monstre dans les hôpitaux d'ailleurs. Mais voilà, c'est juste cette perception-là avec un ensemble de décisions. Et donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est reproduire ce qui s'est passé avec Orsan Reb et repartir sur ce qui est le classique de quand il y a des gens malades dans un pays, c'est-à-dire que il y a des médecins traitants qui sont là pour les accueillir et que les hôpitaux sont là pour accueillir les cas graves. Vous avez obtenu, c'est ma dernière question, Pierre Chaillot, vous avez obtenu le soutien des médecins, justement, des médecins traitants qui ont été interdits de soigner. Aujourd'hui, ils sont derrière vous ? Ça dépend lesquels. Il y a des médecins traitants, on va dire, de la vieille école qui ne comprennent pas pourquoi on les a exclus alors que leur métier, c'est de voir des malades. Et il y a tout un tas de médecins traitants qui n'ont pas compris ce qui se passe et qui, encore aujourd'hui, je l'ai vu récemment, demandent à des patients de se tester avant de les voir. C'est-à-dire qu'on a une armée de médecins traitants qui refusent de voir des malades pour un peu que ça les contamine eux-mêmes. Donc ça, tous ces gens-là, je pense qu'il est urgent qu'ils changent de métier. Merci beaucoup Pierre Chaillot. Ce que révèlent les chiffres officiels fin 2023, donc c'est Covid-19, c'est votre enquête qui a été l'objet de 2 ans de travail avec statistiques, graphes, et vous êtes statisticien vous-même, et on pourra donc retrouver dans le détail l'ensemble des informations que vous avez esquissées ce matin. Je vous remercie d'être venu. Merci.